Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce troisième tutoriel consacré à Excel. Ce tuto sera divisé en deux parties. Une première partie qui va vous montrer comment mettre en forme un tableau et une deuxième partie qui va être consacrée aux fonctions de base en Excel. Bon visionnage à tous. Alors donc dans cette première partie, nous allons voir la mise en forme de tableau. Petit rappel tout d'abord, le quadrillage que l'on voit ici légèrement grisé n'apparaîtra pas à l'impression. Donc on va devoir aller dessiner nous-mêmes les bordures du tableau. Première chose que nous allons faire ici, avant de mettre en forme le tableau, c'est aller le remettre en ordre. Comme vous pouvez le remarquer, le mot mardi ici n'est pas mis au bon ordre. Donc on va aller le déplacer. Pour le déplacer, il suffit de cliquer dessus pour le sélectionner. Attention de bien se mettre sur la bordure et pas sur le petit carré que l'on appelle le fill handle. Si vous voulez savoir exactement à quoi sert le fill handle, je vous conseille d'aller voir ma vidéo précédente. Donc ici, on va se placer sur la bordure et on va faire un cliquer glisser pour le déplacer. Deuxième chose qu'il y a comme problème au niveau de ce tableau, on remarque qu'entre mercredi et vendredi, il y a une faute d'orthographe, il est marqué Jedi et non pas jeudi. Donc pour le modifier, un clic dessus, on va directement ici dans la barre, on modifie et bien entendu on n'oublie pas de valider. Autre chose aussi qui est un petit rappel, vous remarquez qu'il y a ici certaines cellules qui débordent sur la cellule à côté. Comme je l'avais dit, lorsqu'un texte est trop long par rapport à la largeur de la colonne, il passe en dessous de la colonne d'à côté. Donc si on veut pouvoir augmenter la taille des colonnes, il suffit de se placer sur la ligne de séparation entre le bouton de la colonne sur laquelle on se trouve et de la suivante. On se place ici, vous voyez que le curseur change de forme, et là on va faire un cliquer-glisser pour augmenter la taille de la colonne. Ici, donc, je l'ai augmenté un peu fort. Donc, si on veut, on peut venir replacer, vous voyez, on peut changer sans aucun problème la largeur de la colonne. Et si on veut lui donner la meilleure largeur possible, c'est-à-dire juste un tout petit peu plus large que le texte le plus long qui se trouve dans la colonne, je me place ici aussi, et plutôt que de faire un clic et glisser, je vais faire un double clic. Et en faisant un double clic, vous voyez qu'il vient se placer exactement à la bonne largeur, en tout cas la meilleure largeur possible pour la colonne. Tant qu'on est dans les corrections, on va aller mettre une majuscule à total semaine. Voilà. Je valide toujours. Ok, donc ici, on a un tableau avec des valeurs, des calculs que l'on va aller faire un petit peu plus tard. Et vous remarquez aussi qu'ici, qu'il y a une ligne vide entre mes titres et le reste de mon tableau. On va aller l'enlever. Alors, première chose, donc pour sélectionner une ligne, il suffit de cliquer sur le bouton qui représente cette ligne. Avant de l'enlever, je vais vous montrer une petite chose. Il faudra se rappeler, pour ajouter ligne ou colonne, qu'il faudra toujours faire sélection d'une ligne ou d'une colonne, et puis CTRL plus ou CTRL moins. Si je sélectionne une ligne ici, et que je fais CTRL plus, j'ajoute une ligne. Si je sélectionne deux lignes et que je fais CTRL+, je viens automatiquement d'ajouter deux lignes. Chaque fois qu'on ajoute une ligne, chaque fois que l'on sélectionne une ligne et que l'on fait CTRL+ pour ajouter une ligne, on vient ajouter une ligne au-dessus de la ligne sélectionnée. C'est facile de s'en souvenir, si on voulait ajouter une ligne avant la ligne A, on ne peut sélectionner de toute façon que la ligne 1. D'accord? Alors, si maintenant je veux supprimer des lignes, je sélectionne les lignes que je veux supprimer et je fais simplement le raccourci clavier CTRL-. Voilà, là notre tableau commence à ressembler à quelque chose. Alors, on va aller maintenant dessiner des lignes, des bordures et mettre un fond. Donc, première chose, je vais sélectionner mon tableau. Voilà. Bien entendu, on peut directement aller modifier par les boutons, changer la police, la taille, mettre en gras, italique, souligné, les bordures, ou directement par ici, on peut avoir accès à tout un ensemble de bordures. On peut aller changer par ici la couleur de fond, et par ici la couleur de police. Moi, ce que je vais vous conseiller, en fait, c'est d'aller voir directement via les menus complets. On peut aller par ici, par là, ou par là. De toute façon, on arrivera sur la même fenêtre, juste sur des onglets différents. Je vais cliquer sur l'onglet ici pour aller sur les paramètres de police. Et je vais commencer par la police. Ici, donc, on peut changer la police de caractère, mettre en italique, en gras, la taille, éventuellement un soulignement.
la couleur de police, ça c'est classique. C'est comme en Word, mais avec moins d'options. Alors, on va aller voir ici nombre. Nombre, c'est pas forcément que des nombres. En fait, on va aller ici choisir des mises en forme spécifiques, et ça c'est très important de bien comprendre ça, des mises en forme spécifiques pour nos contenus de cellules. Donc standard, en mettant standard, il ne va rien faire de spécifique, si ce n'est que lorsqu'on va écrire des textes, automatiquement il va les aligner contre le bord de gauche et des chiffres contre le bord de droite. Si on clique sur nombre, pour les nombres et forcément uniquement pour les nombres, on peut choisir, si on le désire, plus ou moins des décimales. Donc on peut mettre ici, si je veux 2 chiffres après la virgule, je peux ici en demander 2. Si j'en veux plus ou moins, je peux simplement utiliser ces 2 petits boutons là. Si pour une question de lecture, vous trouvez plus facile de mettre un petit point pour séparer les milliers, vous pouvez aussi cocher l'option ici. Monétaire, c'est pareil, sauf qu'en plus, on peut demander qu'il ajoute un symbole monétaire. Si vous devez faire des listes de prix, eh bien, vous pouvez simplement demander qu'il ajoute le symbole euro dans notre cas ici, et vous n'aurez pas à le mettre, il le mettra à chaque fois. Mais bien entendu, vous avez accès à toute une série d'autres monnaies. Et je viens de voir que maintenant, sur cette version-ci, il y a même la version Bitcoin. Au niveau des dates, donc quand vous mettez des dates, moi je conseille toujours d'écrire vous-même les dates avec des slash, donc les 2 chiffres du jour, slash les 2 chiffres du mois, slash les 2 chiffres de l'année, mais on peut choisir d'avoir un affichage différent. On peut par exemple demander qu'il les sépare avec des tirets, ou lui il connaît toutes les dates, donc si vous mettez la date d'aujourd'hui, il va la transformer et la représenter avec le jour de la semaine, le mois écrit en toutes lettres et l'année aussi. Et vous remarquez donc qu'il y a toute une série de modèles différents et d'affichages différents pour les dates. Pareil pour les heures, on peut demander que les heures soient séparées heures, minutes, secondes avec des 2 points, avec des points ou avec un petit h, etc. Moi, celui sur lequel j'aimerais attirer votre attention dessus, c'est dans personnaliser. Personnaliser, ici, on a beaucoup de modèles différents de chiffres, de dates, d'heures, etc. Vous voyez qu'ici, par exemple, il vous propose J pour jour en 2 symboles, en 2 digits, M en 2 digits et A. Ça veut dire que si on demandait une date ici, il mettrait le 26 05 20. Alors, pour les JMA, donc jour, mois, année, si on met J tout seul, il mettra le chiffre du jour sans mettre de 0. Donc si on est le 5, il mettra le 5. Si on met JJ, il mettra 0,5. Pour le M, c'est pareil. Un M mettra le chiffre du mois tout seul. 2M mettra le chiffre avec 0 s'il y en a un. Et 3M mettra l'année. Pareil ici pour l'année, avec 2A pour mettre juste les 2 derniers chiffres de l'année, ou 4A pour mettre l'année complète. Moi, il y en a surtout un sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est celui-ci. Là, quand on met des heures, il faut savoir que donc H pour heure, M pour minute, S pour seconde. Si on veut ne pas mettre les secondes, on peut encore aller personnaliser ce qu'il vous propose. Voilà, ici, il n'aura que les heures et les minutes. Mais attention, une petite chose. Lorsqu'on fait des calculs avec des heures, imaginons que on ait une cellule où il est marqué 23 heures et qu'on veut ajouter 2 heures. Si on a une heure notée comme ceci avec juste le H normal, eh bien, si on fait le calcul 23 heures plus 2 heures, il va afficher dans la cellule 1 heure, parce qu'il sera arrivé à 24, et retomber à 1. En fait, il dira 1 jour et 1 heure. Si vous n'avez pas envie qu'il compte en jours, mais bien en heures, et que 23 heures plus 2 heures, ça fasse 25, il faudra demander comme format d'heure celui-ci. Donc, avec le H entre crochets, eh bien, il mettra 25 heures, il ne retombera pas automatiquement à 0 chaque fois qu'on passe un jour de plus. On passe au deuxième onglet, alignement. Ici, on va voir un alignement horizontal et vertical. L'alignement horizontal donc permettra de mettre à gauche, à droite ou centré. Celui que je vous montrerai un petit peu plus tard, c'est celui-ci que je trouve qui est vraiment très utile, qui est centré sur plusieurs colonnes. Attention, une petite chose, et ça c'est un petit peu embêtant je trouve avec Excel, c'est que de base, l'alignement vertical est en bas. Ce qui veut dire qu'un texte, un contenu, sera toujours collé contre la ligne du bas. Ce qui veut dire que si on augmente la hauteur d'une ligne, le texte va rester collé contre le bas. Personnellement, je ne trouve pas ça super joli. Donc je préfère de loin
aller cocher l'option O, de manière à ce que le texte vienne se coller au-dessus. Dans les trois options qu'il y a ici, on a renvoyer à la ligne automatiquement, ça peut être utile. Dans le cas où on a un texte qui est plus long que la largeur de la colonne, eh bien le texte qui suit ne passera pas, comme je l'ai montré tout à l'heure, derrière la cellule suivante, mais reviendra à la ligne. Donc il suffira juste d'augmenter la taille de la ligne pour voir le texte complètement. Ajuster, je vous le déconseille parce que il va modifier la taille de votre texte pour qu'il soit entièrement lisible dans la largeur de la colonne. Ce qui veut dire qu'il va diminuer la taille du texte, il est trop grand pour ici, donc vous allez avoir des textes avec des tailles différentes, ce qui n'est vraiment pas joli. Fusionner les cellules, ça aussi je vous le déconseille, parce que même si ils ont amélioré les choses avec les nouvelles versions, quand on fusionne des cellules, ça pose toujours des soucis lorsqu'on veut mettre en forme, lorsqu'on veut mettre en couleur, ou lorsqu'on veut faire des sélections. Donc personnellement, je n'aime pas utiliser du tout fusionner. Là où ça peut être utile dans certains cas, c'est que ici de base, vous voyez que le texte est horizontal. Il est horizontal parce que le texte ici est mis en horizontal. Si on voulait écrire un texte en oblique, on pourrait venir simplement le mettre là-bas pour le mettre en oblique. Personnellement, je vous conseille uniquement de mettre le texte en vertical vers le haut, le bas ou horizontal, mais pas en oblique. En tout cas, pas si vous voulez mettre des bordures, parce que si vous mettez des bordures, vous allez avoir les bordures qui vont aller de travers et ça va vraiment être très très moche. La police, on l'a vu. Bordure. Ici, donc, on va pouvoir aller mettre des bordures spécifiques autour du texte. Vous remarquez qu'il y a ici les boutons aucune, contour ou intérieur. Là, forcément, c'est pour enlever toutes les bordures. Ici, pour mettre une bordure uniquement au niveau du contour de la zone sélectionnée. Et ici, c'est pour mettre l'intérieur. Et vous avez encore ici chaque bouton qui représente un côté. Donc ici, c'est au-dessus, au milieu ou en dessous, à gauche, au centre ou à droite. Lorsque l'on veut appliquer une bordure, on doit commencer par choisir la forme de la bordure, ensuite la couleur, et ensuite on va dire où on veut la mettre. Là où c'est pratique, c'est que l'on peut mettre en une seule action, on va dire que ça comme ça, mettre une bordure épaisse bleue sur les contours, et on va mettre une bordure plus fine, rouge, au centre. Et donc comme ça, on aura une bordure plus épaisse à l'extérieur et une bordure à l'intérieur d'une autre couleur et d'une autre forme. Dernier onglet que l'on va voir ici, c'est remplissage. Remplissage va vous permettre de venir mettre des couleurs à l'intérieur des cellules. Ça, franchement, je vous conseille de l'utiliser parce que c'est vraiment joli. En plus, les couleurs qu'il y a de base sont vraiment très très belles. Donc les couleurs, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme couleur. Vous avez aussi accès ici à autres couleurs pour avoir toutes les couleurs de base. Ça, c'est comme en Word si vous avez suivi mon cours de Word. Ça, à utiliser, essayez de faire des trucs jolis si possible. Par contre, ce que je vous déconseille, ce sont les deux autres options. Motif et texture vous permettent de mettre des dégradés. Alors autant sur une ligne à dégradé, ça peut être bien, mais sur un tableau complet, c'est pas super super joli. Donc à la limite, vous pouvez toujours mettre un dégradé sur une ligne, genre sur la ligne de titre, mais pas sur un tableau complet parce que ça va rendre votre tableau vraiment très moche. Et surtout, ce qu'il ne faut pas utiliser, c'est ici les couleurs de motifs. Imaginons que vous ayez mis un fond bleu, vous allez pouvoir choisir de mettre sur ce fond bleu des lignes, des petits carrés, des petits pois d'une autre couleur. Je ne vous raconte pas à quel point ça ne va pas être lisible. Donc à moins que vous vouliez faire exprès de ne pas pouvoir lire certaines cellules, c'est vraiment pas un truc à utiliser. Dernier bouton ici, protection, on ira le voir à un autre moment quand on ira voir comment protéger les cellules. Donc ici, je vais mettre par exemple du vert. Je fais OK. Donc comme vous le remarquez ici, vous avez donc une bordure bleue à l'extérieur, une bordure rouge à l'intérieur. Mes chiffres ici ont 2 digits. Pourquoi? Eh bien parce que je n'avais pas été faire de modification, donc je vais aller le refaire ici. Je n'avais pas été faire de modification au niveau du nombre. J'avais laissé 2 digits, donc logiquement, si je remets standard, il m'enlève à nouveau tous les digits. Et donc celui-ci, je vais aller le remettre là-bas. Voilà. Donc
Dernière petite chose, ici, mon texte Mediafun, j'aimerais qu'il soit centré par rapport au tableau. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je déconseille de faire une fusion parce qu'après, ça peut poser des soucis au niveau des sélections, au niveau des mises en fond. Donc ce qu'on va faire ici, plutôt, c'est sélectionner cette cellule-ci et les autres cellules. Pour mon exercice plus tard, je vais en sélectionner encore une de plus pour qu'il soit centré sur tout ça. Je vais cliquer ici sur le bouton là, et dans les alignements horizontaux, je vais aller sur centrer sur plusieurs colonnes. En faisant cela, mon texte ici se centre, il est toujours bien uniquement dans cette cellule-ci, donc on voit que dans les autres il n'y a rien, mais donc il est bien dans la cellule ici, C1, mais au niveau du visuel, il est centré par rapport à toutes mes cellules ici. Ça, je pense que c'est quelque chose qui donne bien. C'est tout pour cette première partie. Dans cette deuxième partie, nous allons donc voir les fonctions. Que sont les fonctions? Ce sont des calculs spéciaux écrits avec, on va dire, une orthographe Excel un peu particulière, très précise, il ne faut pas se tromper, mais on va pouvoir utiliser un assistant pour faire ça, et qui va vous faire toute une série de calculs. Je vous montrerai les fonctions tout à l'heure. La première, en tout cas, que je vais vous montrer ici, est la seule fonction qui a son propre bouton personnel, c'est le bouton somme automatique, que vous pouvez voir ici, avec la lettre sigma. Donc, première chose lorsque l'on veut utiliser une fonction, c'est se placer dans la cellule dans laquelle on veut la réponse. Ici, on a donc un tableau avec une société qui s'appelle Mediafun et qui vend des CD, des DVD, des Blu-ray et des jeux vidéo. Et on veut savoir combien ils ont vendu de CD pour la semaine. Je me place donc ici dans la cellule D9 et je vais cliquer sur le bouton somme automatique. Vous remarquez que automatiquement, il se dit, ah bah tiens, au-dessus de moi, j'ai les chiffres, on me demande de faire une somme, je vais proposer la somme de ce qui est au-dessus de moi. Et ça nous arrange parce que, eh bien, c'est ce qu'on veut. Si l'on regarde l'écriture de cette fonction, on a égal, donc c'est bien calcul, somme, le nom de la fonction ici, somme, et entre parenthèses, on a D4 D8, fermez la parenthèse. Donc ça veut dire qu'il fait la somme de D4 à D8. Si on voulait autre chose comme zone, on pourrait tout à fait aller remodifier ici les adresses de cellules. Lorsqu'il y a deux points entre deux cellules, ça veut dire jusque. Si c'est un point virgule, c'est et. Donc s'il y avait D4 point virgule D8, ça voudrait dire cette cellule-là plus celle-là. Je vous montre ici, si je change, je vais sélectionner ici, si je change ma sélection, vous voyez, là j'ai D4, D6, D8. En plus, il va mettre des petites couleurs pour montrer où se trouvent les différentes cellules. Dans mon cas ici, je vais juste refaire la sélection de la zone qui m'intéresse. Voilà. La somme de D4 à D8. Ici, je suis passé par l'assistant et toutes les fonctions peuvent être écrites à la main. Si vous vous sentez d'attaque pour les taper vous-même, vous pouvez le faire sans problème. Il faut juste bien faire attention à ne pas se tromper dans l'écriture. Donc ici, il met la réponse 98 qui est bien la somme donc de D4 à D6. Si vous avez regardé ma vidéo précédente qui parle du fil Handle et des calculs, c'est valable pour ici aussi. Ce qui veut dire que pour Excel, dans cette cellule-ci, il ne fait pas 25 plus 16 plus 20 plus 22 plus 15. Il ne fait pas non plus D4 plus D5 plus D6 plus D7 plus D8. Il fait, vu qu'on a mis des adresses relatives, il fait 5 au-dessus de moi, plus 4 au-dessus de moi, plus 3, plus 2, plus 1 au-dessus de moi. Pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien parce que si on se place sur le petit fill handle ici et que l'on fait un clic glisser horizontal, il va reproduire ce calcul, il va le transformer, mais chaque fois en adaptant. Et vu qu'on a copié une colonne à côté, il a été changé les adresses des colonnes. Pareil pour ici, pareil pour là. Donc on a fait un calcul, on l'a tiré avec le fill handle, il en a fait 3 autres. Je reviens ici. On a ici le total week-end. Total week-end, c'est aussi une somme automatique. Et là, il est intelligent. Il se dit, au-dessus de moi, j'ai les chiffres et puis j'ai une somme. Et on me redemande de faire une somme. Donc, je vais proposer de base la somme de ce qui est au-dessus de moi avant la somme précédente. Ça tombe bien, c'est ce qu'on voulait. Je valide ici. Je fais mon cliquer-glisser là comme ça. Et tout fonctionne. Et ici, on me demande de faire le total général. Donc, le total général, c'est bien entendu pas le total de tout. C'est soit le total des jours, soit de la semaine et du week-end.
Voyons voir ce qu'Excel propose. Je clique ici. Là aussi, il est intuitif. Il se dit, OK, on me demande de faire une somme, et au-dessus de moi, j'ai une somme, des chiffres, une somme, des chiffres. Je vais proposer la somme des sommes. Remarquez qu'ici, il y a bien point virgule, donc c'est D12, point virgule D9, donc c'est D12 et D9, mais pas de l'un à l'autre. Ça tombe bien, c'est ce qu'on voulait. Je valide ici, et je fais un cliquer-glisser pour recopier la somme partout. Imaginons maintenant que je veuille aussi savoir combien j'ai vendu d'éléments, quelle que soit la catégorie. C'est aussi une somme. Je clique ici sur le bouton somme automatique. Il me propose, vu qu'il n'y a rien au-dessus de lui, il propose les chiffres qu'il y a juste à côté. Ça tombe bien, c'est toujours ce qu'on voulait. Je valide. Et là, je pourrais faire un cliquer-glisser, mais je vais faire autre chose. Mais avant cela, vous remarquez qu'ici, il y a une cellule vide parce qu'on n'a vendu aucun jeu le dimanche. Donc je clique et au lieu de laisser une cellule vide, je vais écrire 0. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Je vais cliquer sur la cellule et lorsque je vais faire ici, non pas un cliquer-glisser, mais un double clic sur le fil handle, il recopie pratiquement jusqu'au dessus. De temps en temps, il saute une ligne et il s'arrête une en dessous. Ça, je ne sais pas très bien pourquoi. Donc on descend jusque là. Et vous remarquez qu'ici, il m'a fait tous les calculs automatiquement. J'ai été mettre ici un 0 parce que si je n'avais pas mis le 0, que j'avais laissé la cellule vide, il se serait arrêté à la ligne au-dessus et n'aurait pas continué. En mettant le 0, il est allé pratiquement jusqu'en bas. Je vous dis, c'est peut-être parfois juste un petit bug qui fait qu'il s'arrête sur la ligne en dessous. Normalement, il aurait dû s'arrêter à la ligne ici. Et de temps en temps, il s'arrête une ligne trop court. Je ne sais pas pourquoi, c'est avec certaines versions ou certains calculs. C'est tout pour cet exercice-ci. On va aller en faire un deuxième. Voilà. On arrive ici donc sur un tableau, probablement fait par un professeur, avec les noms de ses élèves, leur sexe, les points qu'ils ont obtenus à 5 interrogations. Et ici, première chose, on demande de faire le calcul du total. Le total, bien entendu, c'est comme on vient de faire juste avant, c'est une somme. Donc là aussi, le bouton somme automatique. Il me propose la somme des valeurs qu'il y a juste ici à gauche. C'est parfait, c'est ce que je voulais. Double clic sur le fil handle. Et vous voyez qu'ici, il n'y a pas le petit bug dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ici, ça fonctionne très bien. Et il s'arrête au bon endroit. Ça donc, c'était la somme automatique. Maintenant, on va aller voir la moyenne. Pour faire la moyenne, qu'est-ce que je devrais faire si je voulais le faire à la main? Je devrais faire la somme de ces éléments-ci divisé par 5, vu qu'il y en a 5. Eh bien, Excel a déjà une fonction de moyenne. À côté du bouton somme automatique ici, je vais cliquer sur le bouton qui est juste là-bas. Je clique et il me propose moyenne. Je vais aller cliquer directement dessus. Et vous voyez qu'il propose comme écriture égale, donc c'est toujours un calcul, moyenne, c'est le nom de la fonction, C6 2.H6. Faites bien attention lorsqu'il vous propose comme ça des zones déjà toutes faites, il faut bien vérifier si ce qu'il vous demande est correct. Parce que si on regarde ici, il propose la moyenne de C6 à H6, c'est-à-dire de l'interro A jusqu'à H6 le total. Bien entendu, dans notre cas, le total ne peut pas être inclus dans la moyenne, sinon ça va la faire foirer. Donc, ce n'est pas jusque H6, mais bien G6. Soit vous refaites la sélection comme ceci, soit vous allez modifier le H et vous le remplacez par G ici. Et donc là, j'ai ma moyenne, double clic, et j'ai les moyennes pour tout le monde. Ça fonctionne très bien. Alors, exercice suivant, on va aller utiliser une fonction ici qui s'appelle la fonction si. Qu'est-ce qu'on demande ici? Eh bien, on demande que si l'élève a au minimum, au niveau de la moyenne, la moitié, donc 10, il sera écrit réussi. Sinon, il sera écrit échec. Pour cela, on va aller chercher une fonction. On clique à nouveau sur le bouton. Vous remarquez qu'ici, il y a quelques fonctions, mais très peu. Et si on va cliquer sur fonction, il vous montre ici la catégorie, les dernières utilisées, avec quelques fonctions. Juste parce qu'on parle des fonctions ici, je vais aller vous montrer le nombre qu'il y en a. Si je clique ici sur la catégorie toutes, vous allez voir qu'il y a énormément de fonctions. Pour vous dire, j'ai fait une recherche, il y a plus de 400 fonctions différentes. Donc c'est vraiment gigantesque. Et nous ici, la fonction qui nous intéresse, c'est la fonction si. Je clique dessus, je clique sur OK, et je vais me mettre ici, voilà. Pour remplir la fonction si, en fait,
les fonctions que l'on passe par ici, il y a un assistant qui va vous mettre des zones où vous allez remplir certaines choses et lui va se charger d'écrire la fonction correcte. Vous voyez qu'il y a déjà ici le égal, si et les parenthèses. Première chose, on a ce qu'on appelle un test logique. Qu'est-ce que c'est un test logique? C'est on va analyser une cellule et on va voir si elle est plus grande que, plus petite que, plus grande ou égale, plus petite ou égale ou différente de. Dans notre cas ici, on va aller chercher la moyenne, donc I6, et on veut, pour que ce soit réussi, que la moyenne soit plus grande ou égale à la moitié de 20, c'est-à-dire 10. Donc ici, ça doit être plus grand ou égal à 10. Vous remarquez que directement, il fait le test et il voit qu'effectivement, la première personne, donc Julie Blavier ici, a 18,4, donc c'est bien au-dessus de 10. Donc le test logique est fait. En dessous, valeur si vrai. Donc si le test logique est vrai, qu'est-ce que l'on veut écrire? Eh bien, je vais écrire réussi. Attention à une chose, là, ici ce n'est pas nécessaire, mais vous allez voir que quand je vais cliquer en dessous, il me met de part et d'autre du réussi des guillemets. Ça c'est très important. Lorsque l'on veut faire appel à un texte, donc non pas un calcul mais un texte, il faut toujours bien mettre des guillemets avant et après. Donc si le test logique est vrai, on met réussi, sinon on met échec. Là aussi, vous allez voir que si je clique ici, automatiquement, il me remet échec entre guillemets. Et donc, si on regarde, par rapport à l'assistant, si on regarde la syntaxe de la phrase, on a égal si, et entre parenthèses, 3 zones séparées chaque fois par un point virgule. Le test logique, valeur si vrai, valeur si faux. Et valeur si vrai, valeur si faux sont toujours ici, écrits entre guillemets. Donc, si ici plus grand ou égal à 10, on écrit réussi. Sinon, on écrit échec. Je valide. Bien entendu, Julie Blavier avec ses 18,4 a réussi. Et si je fais un double clic, on voit directement ceux qui ont réussi et ceux qui ont raté. On complexifie un petit peu la chose. Ici, on va avoir non pas 2 résultats, mais 3. On a vu qu'avec un si, on a 2 réponses. Ici, j'aimerais bien que si la personne a au-dessus de 15, il soit écrit très bien, TB. S'il a entre 15 et 10, il soit écrit bien, et sinon, qu'il soit écrit échec. Comment est-ce qu'on va faire ça? Vu qu'avec un si, on ne peut avoir que 2 réponses possibles. Eh bien, on va aller imbriquer un si dans un si. Je reclique sur Autre fonction. Je vais à nouveau chercher la fonction si. Alors, donc, comme tout à l'heure, test logique, la moyenne doit être plus grande ou égale, cette fois-ci, à 15. Si c'est le cas, comme tout à l'heure, on écrit le texte que l'on veut écrire entre guillemets. On clique sur la partie fausse. Donc, ce qui veut dire que si on est dans la partie fausse, ça veut dire que la valeur est en dessous de 15. Mais on a encore 2 choix possibles. Eh bien, dans la partie valeur si faux, on va aller ici, intégrer un si dans le si. Je clique donc là. Et vous remarquez que ici, on a l'impression qu'il y a à nouveau un nouveau si, mais c'est un nouveau intégré dans l'autre. Donc on a toujours bien ici le si, la partie test logique du premier si, le valeur si vrai du premier si, et dans la partie valeur si faux, on a un deuxième test logique qui va être ici, plus grand ou égal, cette fois-ci à 10, et vu qu'on est dans le valeur si faux de la deuxième partie, ça veut dire qu'il doit être au-dessus de 10, mais en même temps en dessous de 15. Là, ici, on écrit entre guillemets bien. Et ici, on écrit échec. Je valide. Et ici, on voit qu'on a donc bien 3 réponses possibles, des TB, des biens et des échecs. Ici, on va voir ceux qui ont suivi.
Et là, je vais vous montrer qu'en fait, il y a moyen de complexifier encore en faisant beaucoup de si différents. Comme vous voyez ici, on demande que si la valeur de la moyenne est au-delà, donc égale ou plus que 18, on doit écrire plus grand de 10. Au-delà de 16, grand de 10. Au-delà de 14, 10. Au-delà de 12, satisfaisant. Au-delà de 8, balance. Et en dessous de 8, échec. Quand on avait tout à l'heure un si, on avait deux réponses. Quand on voulait trois réponses, on avait deux si. Donc c'est toujours, si on veut savoir combien de si on veut, c'est le nombre de réponses moins 1. Donc ici, on va faire comme tout à l'heure. On va chercher la fonction si. Et on est parti. Ici, I6 plus grand ou égal à 18, plus grand de 10. Si ce n'est pas le cas, on réappuie ici. I6 plus grand ou égal à 16, grand de 10. Vérifiez bien à chaque fois que, si vous ne les mettez pas, que lui automatiquement met bien les guillemets. Ici, valeur s'il faut. I6 plus grand ou égal à 14. On reclique là. I6 plus grand ou égal à 12. Satis. On remet encore ainsi. I6 plus grand ou égal à 8. Balance. Et là, vu qu'il n'y a plus d'autres choix possibles à part 1, donc qui est échec, donc on n'a pas encore ajouté un si de plus, donc on met balance échec. Et ici, on voit qu'on a à peu près toutes les valeurs possibles. Plus grand de 10, grand de 10, 10, balance, échec, tout y est. Ici, donc, c'est quand on analyse plusieurs fois la même valeur. Maintenant, on va aller voir une autre manière d'incorporer des si avec d'autres choses. C'est dans le cas où j'aimerais bien que pour pouvoir être vrai, il y ait deux conditions différentes qui pourraient aller sur deux cellules différentes. À savoir qu'ici, pour réussir, j'aimerais que la moyenne soit égale ou supérieure à 10, mais j'aimerais aussi que ce soit une fille qui gagne. Donc, pour pouvoir réussir, il faut à la fois avoir une bonne note et être une fille. Je sais, c'est sexiste, mais c'est pour l'exemple. Donc, je clique à nouveau ici. Je vais chercher, comme tout à l'heure, la fonction si. Et ici, on va faire un truc un petit peu différent. C'est-à-dire que je vais mettre d'abord les réponses. Donc, réussi. Échec. Et c'est au niveau du test logique que je vais venir insérer une autre fonction dans la fonction si, pour pouvoir avoir deux tests logiques différents qui vont sur deux choses différentes. Pour cela, donc je suis bien sur test logique. Toujours la zone ici, je clique sur le petit bouton là et je vais chercher la fonction et. Si jamais elle n'apparaît pas là, vous allez cliquer sur autre fonction et vous allez chercher la fonction qui s'appelle et. Je clique dessus. Et vous voyez qu'ici, j'ai valeur logique, c'est comme le test logique, valeur logique 1, valeur logique 2. Pour le premier ici, comme je l'ai dit, c'est comme on a fait depuis le début, je veux que la moyenne soit plus grand ou égal à 10. Et pour le deuxième, je veux qu'il n'y ait que les filles qui gagnent. Donc pour cela, je vais chercher la valeur ici en B6 pour Julie Blavier, et elle doit être égale à F pour les filles. Attention, vu qu'ici on parle bien d'un texte, on doit le mettre
entre guillemets. Attention qu'il faut respecter la casse. Si vous avez des F majuscules et des F minuscules, ça ne fonctionnera pas. Il faut bien écrire de la même manière que ici. Et donc là, on a si, ouvrez la parenthèse, et donc là, on a dans cette partie ici, si vous laissez tout ceci, c'est le test logique, sauf qu'il y a deux tests logiques. Un premier test logique qui dit que ici doit être plus grand ou égal à 10, et un deuxième test logique qui dit que B6 doit être égal à F. Je valide. Et donc on voit qu'ici, pour réussir, il faut être à la fois une fille et avoir une moyenne au-dessus de 10. Dernier exemple, ici, il existe une fonction qui s'appelle OU. Je ne vais pas vous refaire tout le chemin, je vais juste vous montrer que si ici, je sélectionne là, je vais sélectionner tout ceci, je fais un copier-coller, et je vais juste aller... Donc je pourrais en fait refaire tout le trajet que j'ai fait là, sauf que j'irai chercher la fonction OU et non pas la fonction ET. Mais là, vu que tout est déjà fait à part deux lettres, je fais un copier-coller de mon texte ici, je change le ET par un OU, et donc ici, on voit que pour réussir, il faut soit être une fille, soit avoir une moyenne de 12. Donc quand on a et, pour que soit affichée la valeur si vraie, il faut que les 2 ou 3 ou 4 ou 5 conditions soient toutes vraies pour qu'il s'affiche vrai. Alors qu'avec un ou, il suffit que l'une des conditions soit vraie pour qu'on soit en vrai ici. Donc ici, toutes les filles, quel que soit le résultat, ont réussi, et tous ceux qui ont au-dessus de la moitié, qu'ils soient garçons ou filles, ont réussi aussi. Deux dernières petites fonctions, les fonctions maximum et minimum. Dans une plage de cellules, on va aller chercher quelle est la valeur maximale et quelle est la valeur minimale. Ce sont deux fonctions différentes. Donc ici, je vais chercher la fonction qui s'appelle max. Attention, ici il propose le max de tout ceci. Je vous conseille toujours de bien faire attention, de ne sélectionner que la plage qui vous intéresse, parce qu'ici on pourrait se dire, oh ben c'est pas grave, hein, c'est une cellule vide, donc ça ne change rien. Sauf que si à un moment donné vous venez rajouter des choses en plus, ça risque de vous poser des soucis. Donc là, on doit bien être de C6 à C20. C6 à C20. Et on a effectivement ici un max qui est de 20 parce que Adrien Théâtre a un maximum de 20. Je vais là, je fais mon clic glissé horizontal et il recalcule automatiquement. Si je me place ici et que je demande ici maintenant la valeur minimum, si vous ne la trouvez pas là, vous pouvez aussi aller par autre fonction. Donc minimum. Là, il faut bien faire attention à bien resélectionner correctement la bonne plage de cellules, soit à sélectionner, soit à réécrire vous-même, ça c'est vous qui voyez. Et on voit que le minimum c'est 2, puisque Gilles de Meyer n'a fait que 2 à son exercice. Et donc ici, je fais un clic glisser. Et voilà. Donc vous voyez, les fonctions de base ici ne sont pas très compliquées, à part, je l'avoue, celle-ci. Mais là, j'ai un peu poussé loin pour vous montrer un petit peu jusqu'où on peut aller au niveau des fabrications de si, de et de ou. Nous verrons beaucoup d'autres fonctions dans une autre vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Au revoir à tous.